Je vais vous présenter aujourd'hui un cours intitulé Insuffisance aortique. Il s'agit d'un cours destiné pour les étudiants de 4e année médecine dans le cadre du module de cardiologie. Il faut savoir que l'insuffisance aortique est une valvulopathie qui est plutôt assez fréquente, en particulier dans notre pays. Je vous présente le plan du cours. On va commencer d'abord par une petite définition. On va énumérer par la suite les différentes étiologies de l'insuffisance aortique. Vous allez vous rendre compte, elles sont nombreuses. Et il faut faire la part des choses entre l'insuffisance aortique aiguë d'ailleurs de l'insuffisance aortique chronique, car ils ont une physiopathologie, un diagnostic, une évolution et un traitement qui sont complètement différents. On abordera par la suite le chapitre physiopathologie, qui est la pierre angulaire de ce cours, et qui va vous permettre de voir le retentissement en amont et en aval de la valve aortique. Il va vous expliquer comment faire le diagnostic, l'évolution de la pathologie en l'absence de traitement ainsi que le pronostic. Et enfin, on va aborder le traitement de cette pathologie. Donc, insuffisance aortique ou régurgitation aortique. Il s'agit d'un reflux de sang qui, vous voyez, qui est anormal de l'aorte vers le ventricule gauche. C'est tout à fait anormal, hein. Ce n'est pas du tout physiologique. Qui va se passer à quel moment du cycle cardiaque? Pendant la diastole. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut d'étanchéité des sigmoïdes aortiques et un défaut de fermeture de ces valves. Il faut savoir qu'il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer la non-étanchéité des valves aortiques. Le plus fréquent, c'est l'atteinte des valves elles-mêmes. Les valves aortiques étant rétractées, sclérosées, abîmées, il y a une perforation à cause d'une endocardite par exemple. Du coup, elles ne se ferment pas correctement pendant la diastole et il y aura secondairement un reflux de sang de l'aorte vers le ventricule gauche pendant la diastole et donc une fuite aortique qui est anormale. Deuxième mécanisme qu'il faut absolument connaître, c'est la dilatation de l'aorte. Une aorte dilatée va dilater avec elle l'anneau aortique et du coup les valves ne vont pas se coapter, ne vont pas se fermer correctement. Il y aura secondairement une fuite aortique, c'est pour cela qu'on parle dans ce mécanisme-là d'une insuffisance aortique qui est plutôt fonctionnelle. Les valves ne sont pas malades, c'est l'aorte qui est dilatée qui dilate l'anneau par la suite. Troisième mécanisme qui est rare mais qu'il faut connaître également, c'est la distorsion de l'anneau aortique. Et là, il peut être responsable d'une fuite aortique. Alors, les étiologies, on va commencer d'abord par les étiologies de l'insuffisance aortique chronique. Alors, l'étiologie la plus fréquente et malheureusement encore à l'heure actuelle dans notre pays, c'est le rhumatisme articulaire aigu. Qu'est-ce qui va se passer dans le RA? Il y aura une soudure des commissures avec une rétraction des bords libres des valves. Ces valves ne vont pas se fermer correctement, donc il y aura une fuite aortique secondaire à cette rétraction des valves. Deuxième étiologie, et c'est une cause qui est plutôt fréquente dans les pays développés, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas chez nous, c'est l'insuffisance aortique dystrophique. Et c'est le mécanisme qu'on avait abordé tout à l'heure. Il y a une dilatation de l'aorte ascendante, je vous montre ici dans l'image échographique. Cette aorte dilatée va dilater avec elle l'anneau aortique et du coup, les valves ne se ferment pas correctement en diastole, il y aura une fuite aortique. Il y a plusieurs pathologies qui entraînent des anomalies du tissu élastique et du coup l'aorte est dilatée. C'est la maladie de Marfan, l'anévrisme idiopathique, la maladie d'Ehlers-Danlos, l'ostéogénésis imperfecta et tant d'autres. Et ça entraîne justement une fuite aortique qui est assez fréquente dans les pays développés. Troisième étiologie, les aortites inflammatoires. Comme son nom l'indique, il y a une inflammation de l'aorte et des sigmoïdes qui entraîne une fuite aortique. Alors, quelques exemples d'aortite inflammatoire, la syphilis, la spondylarthrite ankylosante, la maladie de Takayasu et tant d'autres. Toujours dans les étiologies, les cardiopathies congénitales. Comme son nom l'indique, ce sont des enfants qui naissent avec une fuite aortique qui peut être associée à une communication interventriculaire, une CIV, et ça rentre dans le cadre d'un syndrome de Lobret-Pezzi. Ou bien cette fuite aortique est associée à une sténose aortique sous-valvulaire. C'est des enfants qui naissent avec une membrane sous les sigmoïdes qui empêche le passage du sang du ventricule gauche vers l'aorte. Ils peuvent léser les valves et donc secondairement, on aura une fuite aortique. Troisième cardiopathie congénitale, c'est la bicuspidie. Vous savez très bien qu'on a 3 cusps en temps normal. Eh bien, il y a des enfants qui naissent avec 2 cusps au lieu de 3. Et c'est normal comprendre que ces valves ne vont pas se fermer correctement
parce qu'elles sont au nombre de 2, et du coup on aura une fuite aortique à la longue. Toujours dans les étiologies de la fuite aortique, l'insuffisance aortique qui survient après une radiothérapie, d'ailleurs plusieurs années. La radiothérapie, vous savez, elle calcifie les valves, elle calcifie tous les organes, et par la suite, à distance, ces valves aortiques vont être calcifiées, elles vont être malades, elles ne vont pas se fermer correctement, et elles vont être responsables d'une fuite aortique. C'est rare comme étiologie, mais il faut l'évoquer chez un patient qui a subi une radiothérapie et chez qui on trouve par exemple à l'échographie une fuite aortique. Toujours dans les étiologies, l'insuffisance aortique médicamenteuse. On a constaté qu'il y avait des médicaments qui altéraient les valves aortiques, tels que les anorexigènes, certains antiparkinsoniens dérivés de l'ergot de seigle. On a remarqué que ces patients-là, à force de leur donner ces médicaments-là, développaient une fuite aortique à distance. Et du coup, maintenant, avant de les donner, il vaut mieux faire une échographie cardiaque, vérifier que nos valves sont saines et qu'il n'y a pas de fuite aortique, les prescrire aux malades si on n'a pas le choix, et surveiller ces malades-là par généralement une échographie. Si ces patients développent une fuite aortique au cours de l'évolution, au cours du traitement de ces patients, à ce moment-là, on sera obligé d'arrêter ces médicaments-là pour éviter que ces patients aggravent leur fuite aortique. C'est-à-dire, au lieu de traiter une maladie, on se retrouve à traiter une maladie plus grave, une maladie cardiaque. Donc, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était des étiologies de l'insuffisance aortique chronique. Il faut savoir que l'insuffisance aortique peut survenir de façon brutale, de façon aiguë. Vous allez comprendre par la suite que forcément, la physiopathologie est complètement différente, le diagnostic est plus bruyant dans l'insuffisance aortique aiguë et le traitement doit être fait en urgence. Alors, parmi ces étiologies de l'insuffisance aortique aiguë, on a l'endocardite infectieuse. C'est l'infection des valves. Donc, il y aura des lésions importantes des valves aortiques, à titre de végétation, d'ulcération, des perforations, des abcès de l'anneau. Et donc, c'est une étiologie qui est assez aiguë. C'est quelque chose qui s'est passé de façon brutale. Et donc, c'est généralement une pathologie grave qui est responsable d'une insuffisance aortique aiguë. Ces malades-là doivent être pris en charge dans le cadre de l'urgence. Dans les étiologies de l'insuffisance aortique, on a la dissection de l'aorte. C'est une urgence. Pourquoi? D'abord, par définition, la dissection de l'aorte, c'est une rupture de l'aorte à travers une brèche au niveau de la média, à travers une brèche de l'intima. Cette aorte va se disséquer, va se rompre et entraîner, entre guillemets, une hémorragie interne. Donc, généralement, ces patients-là doivent être traités assez rapidement. Pourquoi elle entraînerait une insuffisance aortique aiguë? On peut avoir, au moment de cette dissection, une éversion d'une sigmoïde ou une dilatation de l'anneau qui va être responsable d'une fuite aortique. Et donc, il faut justement opérer ces malades-là assez rapidement. Troisième étiologie de l'insuffisance aortique, on a l'insuffisance aortique traumatique. Lors, par exemple, d'un accident de la voie publique, c'est une urgence et généralement, ça aggrave le pronostic de ces patients-là. Donc là, on va aborder le chapitre de la physiopathologie. Et donc, on va séparer absolument l'insuffisance aortique chronique de l'insuffisance aortique aiguë. On va commencer d'abord par l'insuffisance aortique chronique. Et on va étudier, comme dans toutes les valvulopathies, d'abord le retentissement en amont de la valve aortique, puis le retentissement en aval de la valve aortique. Alors, quel est l'amont de la valve aortique? C'est bien le ventricule gauche. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du ventricule gauche? Alors, imaginez ce ventricule gauche, à chaque diastole, il va recevoir le débit systémique habituel, d'accord, qui vient de l'oreillette gauche lors du remplissage, ainsi qu'un volume régurgité anormal qui vient de l'aorte. Donc, il est confronté à une surcharge de volume. Forcément, comment il va réagir ce ventricule gauche? Il va se dilater pour pouvoir contenir tout ce volume-là. Lors de la systole suivante, on aura une augmentation du volume d'éjection systolique. Ce ventricule gauche, il a comme mission d'éjecter non seulement le débit systémique habituel, mais aussi le volume qui a été régurgité lors de la diastole précédente. Pourquoi tout ça? Sa mission, c'est quoi? C'est maintenir un débit cardiaque normal pour perfuser tous les organes. Et donc, à la longue, qu'est-ce qu'il va faire ce ventricule gauche? Il va augmenter sa force contractive selon la loi de Starling.
Et en augmentant la force contractile, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'hypertrophier. Alors là, c'est ça le retentissement en amont du ventricule gauche. C'est la dilatation ventriculaire gauche et bien sûr, par la suite, une hypertrophie. Parce que ce ventricule gauche, il sera obligé de travailler encore plus pour maintenir un débit cardiaque normal au départ. Ce sont les mécanismes d'adaptation dans les insuffisances aortiques compensées. Qu'est-ce qui va se passer en aval maintenant? L'aval, c'est quoi? L'aval des sigmoïdes aortiques, c'est l'aorte et les artères périphériques. Eh bien, on a dit qu'il y avait un reflux de sang de l'aorte vers le ventricule gauche, en diastole. Donc la pression artérielle diastolique sera forcément basse. Mais en même temps, en systole, on avait dit qu'il y avait une augmentation du volume d'éjection systolique et du coup la pression artérielle systolique sera haute. Elle sera augmentée. Donc qui dit augmentation de la pression artérielle systolique, diminution de la pression artérielle diastolique, forcément la différentielle sera élargie. On aura des patients qui auront une systolique très haute et une diastolique très basse. Et on aura également ce qu'on appelle les signes périphériques d'hyperpulsatilité artérielle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une augmentation du volume d'éjection systolique. Donc les artères vont être l'objet, ils vont recevoir un volume sanguin important qui va arriver à leur niveau. Et donc forcément, ils seront hyperpulsatiles, ce qu'on appelle la danse des artères. Qu'est-ce qui va se passer également? On aura également une diminution du flux coronaire. Je vous ai dit, la perfusion des artères coronaires se faisant en diastole, et comme il y a un reflux de sang de l'aorte vers le ventricule gauche en diastole, donc il y aura une diminution du sang qui va arriver au niveau des artères coronaires. Et ces patients-là vont développer une insuffisance coronaire fonctionnelle. C'est-à-dire, ils vont avoir de l'angor, des douleurs thoraciques au repos, alors qu'ils n'ont même pas de lésion coronaire, de lésion organique. Pourquoi? Parce qu'il y a une baisse de la perfusion coronaire au moment de la diastole. Alors, vous allez me dire, ces mécanismes d'adaptation, ils vont être à un moment dépassés, effectivement. Selon la loi de Franz-Starling, arrivé à un certain niveau, cette force contractile ne va pas, ne va pas suffire. Et du coup, ce ventricule gauche dilaté va se fatiguer, il s'épuise. Et on assistera à une altération de la fraction d'éjection ventriculaire gauche. Donc le cœur va se fatiguer, il va y avoir de la stase de sang à ce niveau-là, au niveau du ventricule gauche, augmentation de la pression télédiastolique ventriculaire gauche, et avec la loi des pressions, qui dit augmentation de pression dans le ventricule gauche, va se répercuter en amont au niveau de l'oreillette gauche, donc il y aura une augmentation de la pression dans l'oreillette gauche. Avant l'oreillette gauche, il y aura les veines pulmonaires, capillaires pulmonaires, artères pulmonaires. Et donc on aura une hypertension artérielle pulmonaire et un retentissement sur la circulation pulmonaire, ce qui explique que les patients deviennent essoufflés à la longue. Donc je vous ai expliqué tout à l'heure le mécanisme d'adaptation de l'insuffisance aortique chronique. Le ventricule gauche se dilate, hypertrophie, mais arrivé à un stade, il va se fatiguer, et donc on aura l'insuffisance cardiaque et l'HTAP. Dans l'insuffisance aortique aiguë, le ventricule gauche n'a pas eu le temps de s'adapter à ces nouvelles conditions hémodynamiques. Il ne s'est pas dilaté, il ne s'est pas hypertrophié pour maintenir un débit cardiaque normal. Donc d'emblée, on aura une augmentation importante de la pression télédiastolique du ventricule gauche, et donc en amont, on aura une augmentation de la pression au niveau des capillaires pulmonaires et une HTAP, avec bien sûr une diminution du débit cardiaque. Et donc cette insuffisance aortique aiguë sera rapidement mal tolérée, responsable d'une insuffisance cardiaque. C'est ce qui explique l'urgence de la prise en charge. Donc là, on va aborder le chapitre du diagnostic. On va d'abord parler des signes fonctionnels, de quoi se plaint notre patient. On va l'examiner. On va forcément lui faire un électrocardiogramme, une radiographie du thorax. L'échographie, vous allez voir, c'est l'examen clé qui permet de faire le diagnostic. Et enfin, dans certaines situations, on sera obligé de demander un cathétérisme ou une angiographie. Donc, cette valvulopathie, on l'a vu dans la physiopathologie, elle était longtemps bien tolérée grâce au mécanisme d'adaptation.
Donc on peut comprendre qu'elle peut être de découverte fortuite lors d'un examen systématique. Les enfants lors de l'examen scolaire, une visite chez le médecin traitant qui ausculte un souffle par exemple, la visite militaire, etc. Donc c'est une valvulopathie qui peut être de découverte fortuite. Mais lorsque les mécanismes d'adaptation sont dépassés, là le patient peut arriver en consultation dans le cas d'une dyspnée d'effort qui peut, selon la classification de la NYHA, qui peut être légère jusqu'au stade 3, voire même de l'orthopnée, une dyspnée de décubitus dans les formes graves. Le malade peut arriver chez vous dans le cadre d'un œdème aigu du poumon, ou parce qu'il y a eu une insuffisance aortique aiguë, ou encore une décompensation d'une insuffisance aortique chronique. Il peut se plaindre d'un angor au repos, ça on l'a expliqué sur le plan physiopathologique. Il peut faire des palpitations ou des lipothémies à un stade tardif, au stade d'insuffisance cardiaque. Quand on l'examine, on commence d'abord par la palpation. On a dit que le ventricule gauche était dilaté et du coup on aura un choc de pointe dévié en bas et à gauche, étalé en dent de barre, et on aura évidemment un frémissement diastolique. Lorsqu'on ausculte, on aura le classique souffle diastolique d'insuffisance aortique. Alors il siège au foyer aortique, il prédomine le long du bord gauche du sternum, ce qu'on appelle le foyer d'air. Pourquoi? Parce qu'il y a la transposition des gros vaisseaux, c'est là où on ausculte bien les souffles de la base, et on ausculte très bien le souffle diastolique de la fuite aortique. Alors ce souffle, il irradie vers la pointe exiphoïde, il est à maximum protodiastolique, il est de timbre doux et aspiratif, et il augmente en position assise, penché en avant et en expiration forcée. Il faut savoir que l'importance de la fuite est mieux corrélée à la durée du souffle qu'à son intensité. C'est pas parce qu'un souffle est intense que la fuite est importante, non, c'est parce que la fuite dure pendant toute la durée de la diastole qu'on explique que la fuite est importante. Et c'est ce qui fait la gravité de cette pathologie. C'est quand la fuite dure pendant toute la durée de la diastole. C'est-à-dire que les sigmoïdes aortiques sont ouvertes pendant toute la diastole et ça c'est très méchant pour les patients. Alors, on aura également à l'auscultation un souffle systolique éjectionnel d'accompagnement. Alors, vous savez que les souffles, c'est la traduction de turbulences au niveau du cœur. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un volume d'éjection systolique important qui était éjecté à chaque systole et qui va traverser l'orifice aortique. Donc forcément, on aura un souffle systolique éjectionnel. Alors on l'ausculte au maximum au foyer aortique, il irradie à la base et au vaisseau du cou et il traduit bien sûr l'augmentation du flux sanguin qui va traverser cet orifice aortique en systole. À l'auscultation, on aura également un clic d'éjection protosystolique. On aura également le bruit mésosystolique qui est sec et claqué au niveau de la base. On le voit dans les insuffisances aortiques volumineuses. Ça s'appelle le pistol shot ou le coup de bélier. Et il traduit une brusque distension aortique lors de l'éjection, car il y a un volume sanguin important qui a traversé cet anneau pendant la systole. Lorsqu'on ausculte, on n'ausculte pas uniquement la valve aortique, on va ausculter également les valves mitrales et on aura le roulement diastolique apexien d'Austin Flint. On l'ausculte au niveau de la pointe, il irradie à l'angle d'apex et à l'aisselle et on le voit surtout dans les IA massives. Il traduit quoi? Une diminution relative de l'orifice mitral par refoulement des valves par le reflux de la fuite aortique. Ce reflux de sang qui vient de l'aorte vers le ventricule gauche va buter contre la valve mitrale. Il va empêcher son ouverture qui devrait se faire en diastole. Il va créer un barrage mitral, un rétrécissement mitral, mais qui est fonctionnel. Et ça se traduit par un roulement diastolique appelé le roulement diastolique d'Austin Flint. On peut avoir également le roulement protodiastolique de Foster. Je vous ai dit que les roulements et les souffles, c'est la traduction de turbulence au niveau du cœur. Et donc la rencontre du flux de régurgitation qui vient de l'aorte et qui est anormal avec le flux qui vient de l'oreillette lors du remplissage rapide, cette rencontre au niveau de la pointe va créer une turbulence qui s'appelle le roulement protodiastolique de Foster. On peut avoir également lors de l'auscultation un bruit de galop, un B3 et ou un B4. Et généralement lorsqu'on l'ausculte, il traduit une insuffisance cardiaque et donc on sait déjà que ce patient-là, si on ausculte un bruit de galop, que ce patient-là déjà est arrivé au stade d'insuffisance cardiaque. Donc on peut s'orienter déjà avec l'examen physique et l'auscultation si le patient est en insuffisance cardiaque ou pas grâce à l'auscultation du bruit de galop. Alors quand on examine le cœur, mais on examine également
les artères périphériques. Donc je vous ai dit tout à l'heure dans la physiopathologie qu'on a généralement un élargissement de la différentielle. On aura une systolie qui est tellement élevée qu'elle dépasse 3 fois la pression artérielle diastolique. Et on aura également une pression artérielle diastolique très basse, moins de 50 mm de mercure. Déjà, quand on prend la tension artérielle de ces patients-là et qu'on trouve un élargissement de la différentielle, eh bien, ça nous oriente déjà, on se dit, ah, ce patient-là doit avoir une insuffisance aortique. On aura également les signes périphériques, je vous ai dit tout à l'heure, de l'hyperpulsatilité artérielle. Un volume sanguin important arrive en systole au niveau des artères, et ben, on va dire entre guillemets, elles vont comme si elles vont danser. Et ça, on voit surtout dans les IA volumineuses. On a le signe de Musset, où la tête et le cou sont animés de secousses rythmiques synchrones des battements artériels. On a le signe de Vario, où si on met une jambe sur l'autre, on dit au patient de mettre une jambe sur l'autre, et bien on va voir un soulèvement systolique de la jambe et du pied à ce moment-là, tellement il y a un volume sanguin qui arrive au niveau de la jambe. L'hypus pupillaire de Landolfi, c'est quand on a une alternance de myosis en systole et de mydriase en diastole. Les poux de Corrigan, c'est les poux qui sont périphériques, amples et bondissants. Je vous ai dit, un volume sanguin important qui arrive au niveau des artères et du coup, il est très facile de prendre les poux au niveau des artères périphériques, dans le cadre de la fuite aortique. Le pouls capillaire de Quink, c'est une alternance de rougeur et de pâleur de la peau, rythmée par les systoles cardiaques. Le double ton de Traube, à l'auscultation de l'artère fémorale, après le choc systolique, on a un deuxième choc diastolique. Le double souffle de Durosier, à l'auscultation de l'artère fémorale, on aura un souffle systolique et un souffle diastolique. Il faut savoir que ces signes périphériques, on ne les voit plus actuellement parce qu'on arrive à opérer nos patients assez rapidement. Donc on arrive à opérer les patients avant que ces signes périphériques n'apparaissent. Sauf que le pouls de Corrigan, c'est les pouls qui sont périphériques, amples et bondissants, c'est le marqueur le plus important dans les fuites aortiques. Évidemment, un stade tardif, un stade de décompensation, on aura forcément les signes d'insuffisance cardiaque gauche. Et les signes d'insuffisance cardiaque gauche, c'est l'auscultation de râles crépitants à l'auscultation pulmonaire, et ça témoigne qu'on est arrivé au stade de décompensation. Quand on fait un électrogramme à nos patients, dans les IA minimes et modérés, le CG est généralement normal. Dans les IA volumineuses, on aura une hypertrophie ventriculaire gauche qui est diastolique. Alors, comment se traduit sur un électrocardiogramme une HVG diastolique, une HVG de surcharge? On aura une déviation axiale gauche, des ondes T qui sont positives et pointues dans les précordiales gauche, V5, V6. L'indice de Sokolov S en V1 plus 1 en V5 est supérieur à 35 mm. L'indice de Corneille, qui est plus spécifique, R en AVL et S en V3, est supérieur à 28 mm chez l'homme, 20 mm chez la femme. Tardivement, on aura une HVG systolique. Avec une inversion des ondes T, elles deviennent négatives en D1 AVL, V5, V6. Dans les phonographes, on aura les signes qui témoignent d'une insuffisance cardiaque, on aura une ischémie sous-épicardique antérieure, des troubles conductifs, des troubles du rythme. Et généralement, quand on a ces signes-là sur l'électrocardiogramme, ça témoigne d'une défaillance et d'une déchéance myocardique. Donc, je vais vous montrer un électrocardiogramme d'hypertrophie ventriculaire gauche classique diastolique. Quand on voit l'indice de Sokolov, S en V1, qui est supérieur à 20 mm, et R en V5, V6, qui est supérieur à 20 mm, l'indice de Sokolov, 20 plus 20 égale à 40, supérieur largement à 35 mm. Quand on essaie de voir l'indice de Corneille, R en AVL, qui est presque à 20 mm, 17 mm, et S en V3, 1, 2, 3 carreaux, donc ça nous fait 20 mm plus 15, 35 mm, il est largement supérieur à 20 ou à 28 mm, que ce soit un homme ou une femme. Donc, ça témoigne d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Et quand on voit les ondes T, elles sont positives en V5, V6, ça témoigne d'une HVG qui est plutôt diastolique. Sur la radiographie du thorax, on doit différencier une radiothorax d'une IA chronique, d'une radiothorax d'une insuffisance aortique aiguë. Dans l'insuffisance aortique chronique,
on aura forcément une cardiomégalie au dépôt des cavités gauches, avec saillie de l'aire inférieure gauche et une pointe plongeante. On aura également une dilatation de l'aorte quand l'insuffisance aortique est d'origine dystrophique. Et on peut voir sur une radiographie de thorax, les signes d'insuffisance cardiaque à un stade tardif avec une redistribution de la vascularisation vers les sommets. Ce sont les signes d'hypervascularisation pulmonaire. Dans l'insuffisance aortique aiguë, le ventricule gauche, on a dit, dans la physiopathologie, il n'a pas eu le temps de se dilater ni de s'hypertrophier. Et donc forcément, on n'aura pas de cardiomégalie, le cœur est de volume normal. Par contre, on aura d'emblée les signes d'insuffisance cardiaque qui apparaissent de façon précoce. Donc on aura un cœur de volume normal avec une hypervascularisation pulmonaire. Donc je vous ai dit tout à l'heure que l'échographie cardiaque, c'est l'examen clé dans les valvulopathies parce qu'elle permet à la fois d'affirmer le diagnostic de la fuite aortique, d'apprécier de sa sévérité, de savoir si elle est sévère ou pas et donc d'orienter le patient au chirurgien cardiaque ou pas, de rechercher l'étiologie parce que de là va dépendre le traitement et d'apprécier le retentissement sur la fonction ventriculaire gauche. Donc comment faire le diagnostic positif de cette valvulopathie? On aura, en cas de fuite aortique, un fluttering diastolique de la grande valve mitrale et ou du septum interventriculaire. Je vous ai dit tout à l'heure que le volume sanguin, ça c'est une coupe parasternale grand axe, longitudinale, qui montre l'aorte à ce niveau-là, l'oreillette gauche derrière, en postérieur, le ventricule droit et le ventricule gauche. La valve mitrale entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche. Et normalement, le sang va passer du ventricule gauche vers l'aorte. Et donc, au moment de la diastole, ça c'est une image en systole, mais au moment de la diastole, il y a un volume sanguin, je vous ai dit, qui vient de l'aorte vers le ventricule gauche. Et donc, il va buter contre la grande valve mitrale. Il va l'empêcher de s'ouvrir au moment de la diastole, au moment du remplissage. Et le fait de l'empêcher de s'ouvrir, elle va trembler cette valve mitrale et ça va créer ce qu'on appelle le fluttering diastolique de la grande valve mitrale. Le signe qui va vraiment nous orienter et nous dire qu'il y a une fuite aortique à l'échographie cardiaque, c'est le fait d'enregistrer en diastole, alors que les valves devraient être fermées, un flux anormal sous les sigmoïdes aortiques, un flux en couleur, qui est tout à fait anormal en diastole. Ce qu'on appelle cette mosaïque-là, c'est une fuite aortique au Doppler couleur. Et quand on fait un Doppler continu sur la valve aortique, ici c'est une coupe apicale 5 cavités. Pourquoi 5 cavités? Il y a le ventricule gauche, le ventricule droit, l'oreillette gauche, l'oreillette droite et l'aorte au milieu. Et donc le fait d'avoir un reflux de sang de l'aorte vers le ventricule gauche en diastole, nous en Doppler couleur, puisque notre capteur est ici, en Doppler continu, on enregistre un flux qui est plutôt positif. Il est au-dessus de la ligne de base du Doppler. Et ça, c'est pas normal. Parce que le sang, normalement, passe du ventricule gauche vers l'aorte. Donc il devrait s'enregistrer en négatif. Le sang fuit notre capteur. Le fait d'enregistrer un flux positif, un flux qui vient de l'aorte vers le ventricule gauche en diastole, donc il approche notre capteur, donc il va s'enregistrer en flux positif au-dessus de la ligne de base, c'est pas normal. Ça témoigne qu'il existe une fuite aortique. Donc là, vous avez vu, il y a des paramètres qui nous ont permis de dire à l'échographie qu'il y a une fuite aortique. On a enregistré un flux sous-sigmoïdien en Doppler couleur. On a enregistré le fluttering diastolique en TM, en temps mouvement. Et on a enregistré un flux positif en Doppler continu. Donc maintenant, il faut apprécier la sévérité de cette fuite aortique. Il faut la quantifier. Et là, nous, on a des paramètres, les cardiologues, on a des paramètres pour dire si une fuite aortique est importante ou pas. Alors, généralement, lorsque la vitesse avec laquelle le gradient de pression VG aorte diminue, ça s'appelle le temps de demi-pression ou de demi-décroissance. S'il est inférieur à 200 millisecondes, on parle de fuite aortique importante. Deuxième paramètre, c'est l'importance du reflux diastolique dans l'aorte descendante. On appelle ça la vitesse télédiastolique dans l'isthme aortique. Et si elle dépasse les 20 cm par seconde, nous, on peut savoir à l'échographie que la fuite est importante. L'extension du jet régurgitant dans le ventricule gauche, plus ce jet arrive jusqu'à la pointe du ventricule gauche, ça veut dire que la fuite est importante. Si ce flux reste au niveau des sigmoïdes aortiques, juste au niveau des sigmoïdes, la fuite est minime.
Et bien sûr, on peut mesurer le diamètre du jet de l'insuffisance aortique à l'origine au Doppler couleur. Ce sont des paramètres qu'on connaît très bien en échographie cardiaque. Si ce diamètre dépasse les 13 mm, eh bien, on peut dire que la fuite est importante. Voilà, ça c'est un flux de Doppler continu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on calculait le temps de demi-décroissance. Et si on voit qu'il est inférieur à 200 millisecondes, comme cela chez ce patient-là, il a été enregistré à 310 millisecondes, donc la fuite n'est pas très importante. S'il était inférieur à 200 millisecondes, on dirait que la fuite serait importante. Là, c'est une coupe 4 cavités, puisqu'on a le ventricule gauche dans cette coupe, le ventricule droit, l'oreillette gauche, l'oreillette droite. C'est une coupe apicale et dans laquelle on va voir que l'IA est volumineuse, puisqu'on a une mosaïque de sang en diastole qui arrive jusqu'à la pointe du ventricule gauche, c'est-à-dire pendant toute la diastole, il y a un reflux de sang de l'aorte vers le ventricule gauche, et donc nous, on peut attester à l'échographie que la fuite est volumineuse. Là, c'est une coupe suprasternale, on met la sonde d'échographie au niveau du creux suprasternal, et donc on va enregistrer l'aorte à ce niveau-là, on aura l'aorte ascendante, l'aorte horizontale et l'aorte descendante, avec les troncs supraortiques. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on met notre Doppler pulsé au niveau de l'isthme aortique. Et normalement, qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là? Normalement, le sang passe ainsi, il va descendre jusqu'à l'aorte descendante. Et notre capteur est ici. On enregistre normalement un flux négatif, puisque le sang descend. Et donc, il va fuir notre capteur. Et donc, on enregistre un flux négatif. Le fait d'enregistrer un flux positif, c'est-à-dire que le sang passe comme ça et en diastole, il est régurgité. Le fait qu'il soit régurgité, à ce niveau-là, on va enregistrer un flux qui va approcher notre capteur et donc ce flux va être positif, il est au-dessus de la ligne de base. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va enregistrer la vitesse télédiastolique à la fin de la diastole dans l'isthme aortique. Et si cette vitesse dépasse les 20 cm par seconde, on peut savoir que la fuite aortique est importante. Exemple chez ce patient, il a une vitesse qui est au-delà des 29 cm par seconde. Et du coup, on peut savoir que chez ce patient-là, eh bien, la fuite aortique est très importante. Et donc, il faut opérer notre patient. L'échographie permet également de faire un diagnostic étiologique, de rechercher la cause de la fuite aortique. Comment? Elle peut nous montrer l'épaississement des sigmoïdes aortiques dans le cadre du rhumatisme articulaire aigu. Elle peut nous montrer des végétations dans le cadre de l'endocardite infectieuse. On peut voir si l'aorte est dilatée ou pas dans le cadre des insuffisances aortiques dystrophiques. On peut même objectiver une bicuspidie aortique au lieu de trouver 3 cuspes chez les patients qui ont une fuite aortique. Voilà une image échographique. Et on voit très bien, c'est une coupe parasternale grand axe. On voit très bien sous les sigmoïdes une image échogène anormale qui se balade sous les sigmoïdes. Il s'agit d'une végétation. Effectivement, ce malade, il avait une endocardite et on doit confronter ces images-là avec la clinique. C'est des patients qui ont de la fièvre, qui ont un syndrome inflammatoire biologique et à l'échographie, une endocardite infectieuse qui est bien visible. Et lorsqu'on fait un Doppler couleur, effectivement, en diastole, il existe une mosaïque sous les sigmoïdes en diastole, alors que normalement, il n'y a pas de sang à ce niveau-là. Le même patient, on fait une coupe apicale 4 cavités et on voit un amas de fibrines avec des microbes. C'est ça l'endocardite. C'est une végétation qui est volumineuse. Et le problème avec cette végétation, c'est qu'elle risque d'emboliser, de partir dans la circulation et le malade peut faire des accidents ischémiques à type d'AVC cérébral, d'ischémie aiguë des membres inférieurs, etc. Donc, il faut opérer nos patients avant que cette végétation ne se détache et ne parte dans la circulation systémique. Exemple de ce patient qui a un anévrisme de l'aorte ascendante. Normalement, l'aorte n'est pas aussi dilatée. Et donc, forcément, elle a dilaté l'anneau aortique et il s'est produit une fuite aortique secondaire fonctionnelle à cet anévrisme de l'aorte. Et nous, on a des dimensions à partir desquelles on opère ces patients-là. Pourquoi? Parce qu'il faut éviter que cette aorte se dilate trop et on aura comme complication une dissection de l'aorte. Et le malade peut mourir à ce moment-là. Et donc, qu'est-ce qu'on fait généralement? On opère ces patients-là, on remplace l'aorte ascendante, et si la valve est très malade, on remplace également la valve aortique par une prothèse.
L'échographie permet également d'apprécier le retentissement sur le ventricule gauche. Comment? Donc de voir si le ventricule gauche est dilaté ou pas, si le ventricule gauche a une fonction ventriculaire normale ou pas. Et donc on mesure les diamètres télédiastoliques et le diamètre télésystolique et voir s'ils sont augmentés ou pas. Et on peut mesurer également la fraction d'éjection. Et je vous ai dit tout à l'heure que dans les mécanismes compensés, cette fraction d'éjection sera altérée. Et donc on peut savoir si ce patient il est au stade de décompensation ou pas et comment on peut l'opérer. Donc là c'est un TM sur le ventricule gauche. On enregistre les contractions du ventricule gauche et le remplissage. Là, le ventricule gauche se contracte et donc on enregistre le diamètre télésystolique. À ce moment-là, le ventricule gauche, il se dilate, il se remplit et on peut enregistrer le diamètre télédiastolique. Et donc, on peut savoir, en enregistrant, on a des valeurs, on peut savoir si le ventricule gauche est dilaté ou pas. On peut voir si le ventricule gauche en coupe apicale est dilaté, globuleux témoignant d'une fuite aortique importante. Et on peut mesurer, je vous ai dit, la fraction d'éjection avec des logiciels. L'échographe, surtout les échographes actuellement, ils sont hyper performants. Ils peuvent nous donner une idée sur la fraction d'éjection. Si elle descend au-dessous de 60, une fraction d'éjection normale, elle est au-dessus de 60%, moins de 60, voire même moins de 50%, on parle d'altération de la fraction d'éjection. Parfois, on est amené à faire une échographie transœsophagienne, une ETO. Si on veut avoir une évaluation plus précise du mécanisme de l'IM ou de la morphologie des valves, en particulier en cas d'endocardite infectieuse ou de dissection aortique. L'ETO n'est pas indiqué en première intention, voyons, parce que c'est un examen qui est quand même désagréable. Il faut une anesthésie oropharyngée. Le malade doit être coopérant, c'est très difficile. On voit mieux à l'échographie transœsophagienne les valves, parce qu'on se met juste derrière le cœur, au niveau de l'œsophage, et donc on élimine l'air des poumons, le patient est très échogène. Mais en raison de sa difficulté, on ne l'indique pas à tous les patients. C'est pour ça qu'on le laisse vraiment lorsqu'on n'arrive pas à faire le diagnostic de la fuite aortique par une échographie transthoracique standard. Par exemple, les patients qui ne sont pas échogènes, qui sont BPCO, ils ont un problème pulmonaire qui empêche le passage des ultrasons. Ils sont obèses, ils sont anéchogènes. Et à ce moment-là, on est obligé de faire une échographie transœsophagienne pour mieux visualiser les valves, apprécier la sévérité et le retentissement sur le ventricule gauche et justement voir s'il y a des lésions d'endocardite ou pas sur la valve aortique ou sur les autres valves ou en cas de dissection. Comme ça, si on envoie le malade au chirurgien, au moins on est sûr du diagnostic. Donc voilà des images d'échographie transœsophagienne. Vous voyez, les images sont encore plus claires qu'en échographie transthoracique. Par exemple, ce patient-là, il a 2 cuspes au lieu de 3. Donc forcément, à la longue, il a développé une fuite aortique parce que les valves ne se ferment pas correctement. Et lorsqu'on fait un Doppler couleur, on a cette mosaïque qui atteste, qui confirme le diagnostic de la fuite aortique. Les valves sont fermées alors qu'il y a un reflux de sang de l'aorte vers le ventricule gauche en diastole. Ce sont des images de dissection aortique. Là, c'est le flap intimal qui se balade dans la lumière aortique. C'est une urgence. Là, vous voyez, ce flap intimal qui se balade dans l'aorte, qui peut attirer une sigmoïde dans son courant et du coup, cette valve ne va pas se fermer en diastole, responsable d'une fuite aortique. Alors, il faut opérer ces patients-là assez rapidement, car ils peuvent mourir dans les heures qui suivent le diagnostic. Donc, toujours dans le diagnostic, parfois, on est obligé de demander un cathétérisme, une angiographie. C'est quand même un examen qui est invasif, donc il faut le réserver à certains patients. Il faut dire maintenant, avec les nouveaux appareils d'échographie, on arrive à surplanter, enfin, à ne pas demander un cathétérisme systématiquement, mais parfois, on est obligé de le demander s'il y a une discordance entre les données cliniques et l'échographie. On a un malade essoufflé alors que l'échographie dit que la fuite n'est pas importante. Là, on est obligé de compléter par un cathétérisme pour confirmer le diagnostic ou infirmer le diagnostic. Quel est son intérêt? Eh bien, il va nous permettre de faire une évaluation quantitative de la fuite aortique, de dire si elle est minime, si elle est modérée, si elle est importante, si elle est massive, et à ce moment-là, il faut opérer le patient. Le cathétérisme permet d'évaluer au mieux la fonction ventriculaire gauche, de mesurer les volumes ventriculaires qui peuvent être très augmentés en cas d'IA volumineuse,
Le cathétérisme nous permet également d'évaluer l'aorte ascendante, de voir si elle est dilatée ou pas. Permet de mesurer la fameuse pression télédiastolique ventriculaire gauche qui sera augmentée en cas d'insuffisance cardiaque, enfin en cas d'insuffisance aortique décompensée. Et dans le même temps, on est obligé parfois de réaliser une coronarographie préopératoire si on décide d'opérer le patient, en particulier chez les patients chez qui on suspecte des lésions coronaires, l'homme de plus de 35 ans, la femme ménopausée et ceux qui ont des facteurs de risque cardiovasculaires tels que l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie. Tous ces patients-là doivent avoir une coronarographie avant l'intervention pour ne pas passer à côté de lésions coronaires sévères qui devraient être corrigées dans le même temps lorsqu'on veut remplacer la valve. C'est-à-dire, on fera un remplacement de la valve et on fera un pontage aortocoronarien des lésions coronaires sévères dans le même temps opératoire. Alors, on passe au chapitre évolution et pronostic de la pathologie en l'absence de traitement. Donc, je vous ai dit, dans l'insuffisance aortique chronique, l'évolution est assez lente, puisque c'est une valvulopathie qui est longtemps bien tolérée du fait de la dilatation ventriculaire gauche et de l'hypertrophie. Mais si on ne traite pas nos patients, cette dilatation, dans le temps, elle va s'arrêter. Il y aura une diminution progressive de la contractilité ventriculaire gauche. Le débit cardiaque ne peut plus être assuré de façon correcte. Et cette diminution de la contractilité peut être irréversible malgré la correction chirurgicale. C'est pour cela qu'il faut anticiper. Il ne faut pas attendre que les patients développent une dysfonction ventriculaire gauche. C'est-à-dire les patients qui sont paucis ou asymptomatiques, on doit étudier le retentissement ventriculaire gauche. Et dès qu'on voit qu'il y a une augmentation des diamètres ventriculaires gauche et commence l'altération de la fraction d'éjection gauche, il faut poser l'indication opératoire pour éviter de passer au stade irréversible de la maladie. Et après, c'est trop tard, on ne peut pas opérer nos patients. Quels sont les facteurs de mauvais pronostic? Bien sûr, c'est l'âge, comme dans toutes les pathologies. Plus on est âgé, plus le pronostic est mauvais. Le fait que le malade fasse de l'angor, ça c'est mauvais pour les patients. Quand ils font des signes d'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire qu'on est arrivé au stade de décompensation, et donc c'est un peu trop tard pour poser une indication opératoire. Quand la diastolique est très basse, la pression artérielle diastolique de moins de 40 mm de mercure, ça c'est très mauvais aussi, ça veut dire que la régurgitation est importante. Lorsqu'on a une cardiomégalie volumineuse avec un indice cardiothoracique de plus de 0,60, lorsqu'on a une HVG de type systolique, c'est-à-dire qu'on est passé au stade d'HVG systolique avec des ondes T négatives en précordial gauche, et bien sûr, lorsqu'on fait l'échographie et on voit qu'on a une dilatation importante et une dysfonction ventriculaire gauche, là on sait que le malade est de mauvais pronostic. Dans l'insuffisance aortique aiguë, on a dit que le ventricule gauche n'a pas eu le temps de s'adapter aux nouvelles conditions hémodynamiques. Donc on doit poser l'indication opératoire rapidement, car le décès survient dans les mois ou dans les heures parfois qui suivent les premiers signes de décompensation cardiaque. Donc il faut agir absolument dans les meilleurs délais. Alors, on aborde maintenant le chapitre traitement. D'abord le traitement médical. Je vous ai dit qu'il faut prophylaxie de l'endocardite infectieuse, éviter tout foyer infection, en particulier dentaire. Il faut faire des soins dentaires sous couverture antibiotique chez tout patient qui a une fuite aortique pour éviter justement d'aggraver cette pathologie. Dans les pays où il y a une endémie de RA, il faut assurer la prophylaxie du RA pour éviter justement que ces enfants-là développent une fuite aortique par la suite. On peut donner certains médicaments qui ne font que ralentir l'évolution de la pathologie, mais généralement, le traitement est absolument chirurgical. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit remplacer la valve aortique ou par une valve mécanique ou par une bioprothèse. La bioprothèse est réservée chez les sujets âgés, car les prothèses mécaniques, le problème des prothèses mécaniques, c'est qu'on est obligé de mettre un traitement anticoagulant pour éviter que ces valves ne se bouchent, ne se thrombosent. Et du coup, il faut éviter ces médicaments-là, ils sont très contraignants. Le risque est très important d'hémorragie ou de thrombose si le traitement anticoagulant n'est pas bien entrepris. Donc chez le sujet âgé, il est très difficile de gérer ces médicaments-là. C'est des patients fragiles qui peuvent faire des hémorragies assez rapidement, qui peuvent ne pas faire leur bilan d'hémostase assez régulièrement. Parfois, il y a des patients indisciplinés chez qui on ne peut pas suivre un traitement anticoagulant et pour cela,
il est indiqué chez ces patients-là une bioprothèse pour régler le problème. Le souci avec les bioprothèses, l'inconvénient, c'est qu'elles risquent de dégénérer avec le temps, au même titre que nos valves normales. Et du coup, si on les pose à des patients jeunes, il se pourrait que la maladie revienne et du coup on sera obligé de réopérer nos patients. C'est pour cela qu'on réserve les bioprothèses aux sujets âgés. Donc je vous ai dit que les prothèses mécaniques, l'avantage c'est que c'est des prothèses qui durent dans le temps. Elles sont faites, quand on les pose, elles sont à vie, mais le seul inconvénient c'est qu'on est obligé de donner au patient un traitement anticoagulant et donc le patient doit suivre ce traitement-là de façon rigoureuse pour éviter que cette prothèse ne thrombose et le patient ne meure à ce moment-là parce que le traitement n'a pas été bien entrepris. Parfois, on est obligé de faire une plasie aortique, surtout chez les jeunes, pour éviter de mettre une prothèse. Et donc, ça évite de mettre justement une prothèse et de donner une contrainte aux patients. Et on les réserve généralement chez le sujet jeune qui a une atteinte vraiment minime monovalvulaire. Voilà, là on vous montre un petit peu une image d'une prothèse mécanique à double ailette, une type Saint-Jude. C'est les prothèses qu'on pose actuellement, elles sont plus faciles, il y a moins de complications, elles sont plus faciles à mettre et surtout qu'elles thrombosent moins. Là cette valve, les deux ailettes sont en position fermée, normalement en diastole, et là les deux ailettes en position ouverte en systole. Et vous pensez bien qu'on est obligé, devant une valve métallique, de mettre un traitement anticoagulant, car le sang va buter contre ces valves et va former des caillots qui peuvent partir dans le cerveau. Et du coup, on est obligé de mettre un traitement anticoagulant, que le sang soit fluide, pas trop pour que ça ne fasse pas une hémorragie, mais en même temps que ces valves ne se thrombosent pas. Voilà, ça c'est les anciennes prothèses qui posaient vraiment problème, c'est les prothèses à billes type Star. C'est des valves vraiment catastrophiques parce qu'elles thrombosaient assez rapidement, donc généralement on ne les met plus maintenant, heureusement. Ça c'est une bioprothèse porcine, donc qui ressemble à une valve normale, et du coup on les réserve généralement chez les sujets âgés. Là vous voyez ce patient-là, cette bioprothèse, eh bien on a 3 cuspes avec 3 commissures. Exemple de la maladie annulo-ectasiante ou la maladie de Marfan, où je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une aorte qui était anévrismale, dilatée, et qui peut s'accompagner d'une fuite aortique secondaire, fonctionnelle. Quand on opère ces gens-là, eh ben, on remplace la valve aortique avec un remplacement de l'aorte ascendante avec un tube prothétique et on réimplante les coronaires pour régler le problème. Ça s'appelle l'intervention de Bentall. Alors, il faut savoir poser les indications opératoires, tout à l'heure je vous ai dit. Chez les patients qui sont symptomatiques, qui font de la dyspnée, etc., là c'est clair, l'indication opératoire elle est indiscutable. Mais chez les patients qui se plaignent de rien, l'indication opératoire se pose dès que le ventricule gauche devient trop dilaté, avec un diamètre télésystolique supérieur ou égal à 50 mm ou un diamètre télédiastolique supérieur à 70 mm. C'est-à-dire au-dessus de ces valeurs-là, il faut opérer nos patients même s'ils sont asymptomatiques, pour éviter après que les choses deviennent irréversibles. Ou bien on les opère lorsque la fonction ventriculaire gauche commence à se dégrader de une fraction d'éjection moins de 50%, alors qu'ils sont asymptomatiques. Là, il faut vraiment absolument opérer nos patients, même s'ils sont asymptomatiques, avant qu'ils arrivent à un stade symptomatique et ils deviennent inopérables. Donc en conclusion, vous avez vu, la fuite aortique est une pathologie, une valvulopathie assez fréquente, avec d'étiologies assez nombreuses. J'insiste sur la pathologie, l'étiologie rhumatismale, en particulier dans notre pays. C'est pour cela qu'il faut absolument insister sur la prophylaxie du RA et de l'endocardite infectieuse, pour éviter l'aggravation de cette pathologie. Vous avez vu, grâce au mécanisme d'adaptation, que c'est une valvulopathie qui était longtemps bien tolérée. C'est pour cela que le diagnostic se fait assez tardivement, au stade de décompensation. Les malades ne consultent pas systématiquement. Que le diagnostic se faisait essentiellement par l'échographie transthoracique, en particulier avec les nouveaux appareils qu'on a maintenant. On arrive à faire le diagnostic uniquement par l'échographie. Et que le traitement était forcément chirurgical. Il faut opérer nos patients avant qu'ils n'arrivent au stade irréversible. Donc je vous remercie pour votre attention.